Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Bonjour à tous et bienvenue dans Destin de femme. Aujourd'hui, nous recevons une femme au parcours bouleversant, une voix puissante pour les enfants oubliés, les jeunes femmes brisées et les victimes du silence. Natania Sonia, ancienne candidate en télé-réalité, influenceuse, écrivaine, elle a décidé de briser le tabou de l'enfance maltraitée, de l'abandon, du viol, des violences institutionnelles et du harcèlement. Placée dès son plus jeune âge, elle a grandi sans repère, victime de multiples abus, avant de se reconstruire avec force de courage et de vérité. À travers son livre, L'enfant oublié, ses vidéos, ses interviews et ses engagements, elle redonne une voix aux invisibles. Aujourd'hui, elle est avec nous pour nous raconter, pour témoigner et peut-être aider d'autres à survivre comme elle. Bonjour Natania. Bonjour Valérie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans Destin de femme. On va commencer par ton enfance. Quel est ton premier souvenir d'enfance? Oula. Un premier souvenir d'enfance, je pense que le premier qui me frappe, ça a été la première fois où j'ai dû commencer à comprendre que ma maman était décédée. Je crois qu'on était à l'extérieur, c'était une journée où il faisait très chaud avec ma sœur. Et elle m'expliquait donc que maman était morte et elle m'expliquait qu'elle était dans le ciel. Et donc pour moi, je me disais trop cool, quand je vais prendre l'avion, je vais voir maman, quoi, trop bien. Et du coup, la première fois que je suis montée dans l'avion, je l'ai cherchée, mais partout dans l'avion. Avec quel âge? J'étais petite, je crois, j'avais peut-être 4 ans. Oui. 3-4 ans, un truc comme Donc ça. trop jeune pour comprendre. Trop jeune pour comprendre. Ouais, Tu te rappelles d'un geste d'amour, du regard de ta mère? Pas du tout. Non. J'avais 2 ans, même pas 2 ans quand elle est partie, donc je n'ai pas ces souvenirs-là. Comment t'as compris que t'allais être seule? Je pense que je l'ai toujours un peu su, au fond. Je pense que ça a été vraiment décisif à partir de mes 8 ans. Oui. À mes 8 ans, ma situation avec ma sœur, qui était ma tutrice légale à ce moment-là, a commencé à beaucoup changer. Et en fait, à partir du moment où elle m'a expliqué clairement qu'à 8 ans, elle ne me considérait plus vraiment comme une enfant, j'ai commencé à comprendre à partir de là que ma vie allait être très différente de celle des autres. Comment on survit au suicide de sa mère? On n'a pas le choix, en vrai. Et déjà, j'en voulais beaucoup étant jeune, parce que compliqué de comprendre la notion du suicide, la santé mentale, c'est quelque chose qu'on connaît pas étant enfant. Donc moi, j'associais directement ça en fait à un abandon. Je me disais, et encore aujourd'hui, c'est encore des peines qui sont tellement ancrées en moi que malheureusement, j'associe toujours le suicide de ma maman au fait de me dire, ah, elle m'aimait peut-être pas assez. Justement, t'as eu l'impression d'être une petite fille qui n'a pas été, ou bien qu'on n'a pas voulu aimer? Ah bah ça je le sais, de toute façon c'est ce qui fait aujourd'hui d'ailleurs toutes ces années de thérapie, c'est que je sais que j'étais pas l'enfant qu'on a aimé, qu'on a voulu protéger et au contraire, j'étais un peu l'enfant fardeau quoi, l'enfant poids. Et ça c'est quelque chose qui est très compliqué de grandir après avec. Justement, ça fait quoi de grandir sans entendre je t'aime? Je l'ai entendu. Je pense que la plus difficile à vrai dire Valérie, ça a été de comprendre que parfois les gens peuvent te dire je t'aime et que en fait c'est tout l'inverse. Ça a été une notion très compliquée pour moi, d'entendre qu'en fait, bah, parfois les gens de ton propre sang, ils peuvent te dire plein de choses. Et ils le pensent pas. Ouais. Je pense que ça a été ça le plus compliqué. Oui, oui. Il y a un endroit où tu te sentais en sécurité? Par la suite, j'ai trouvé refuge au Talmud Torah. Ça a été une vraie révélation pour moi dans ma vie même aujourd'hui en tant que femme. Ça a été un des premiers endroits où je me suis sentie complètement acceptée. Vraiment. Après, en sécurité, non, pas trop. Oui. Pas avant un petit moment, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu avais des rêves malgré tout ça? Je rêvais d'être journaliste, moi, de base. Oui. C'était mon plus grand rêve quand j'étais petite. Je voulais faire journaliste d'investigation. En fait, j'adorais cette idée de pouvoir donner la voix et la parole à ceux qui n'en ont pas. Après, j'ai toujours aimé l'écriture, j'ai toujours aimé la lecture, donc... Et puis même petit, j'ai toujours dit aujourd'hui, quand je regarde mon dossier d'aide sociale à l'enfant, ce qui est très drôle, c'est que j'avais, je crois, 10-11 ans. Je fais une convocation avec des juges et je dis, vous verrez, un jour, je brillerai. Jamais de ma vie, je me serais dit qu'un jour, j'en serais là aujourd'hui, mais c'est un beau parcours. Qu'est-ce qu'on ressent, Natania, quand on est placé? Je pense l'abandon à son paroxysme. C'est vraiment ce sentiment de se dire, là, c'est avéré et officiel, personne ne veut de moi. Je ne sais pas concrètement ce que va être la suite de ma vie. Et puis, tu as vraiment ce sentiment de solitude que je pense que peu de gens peuvent comprendre. Mais c'est le sentiment, je trouve, prédominant quand t'es placé en foyer. C'est vraiment ce sentiment de solitude extrême. Ouais. Tu te souviens de ta première nuit? Ouais.
Mais j'ai tenu un journal de bord, en fait, pendant mon premier foyer. C'était très compliqué. Ma première nuit, j'ai quasiment pas dormi. Je suis arrivée vraiment dans un foyer d'urgence avec plein de lits. C'était vraiment le chaos. Je sortais d'une séquestration de 10 jours. Enfin, j'étais vraiment... j'étais pas bien. Tu t'es sentie comment? Invisible? Stressée. Stressée, abandonnée, perdue. J'avais peur. Et tu pleurais souvent? À ce moment-là, non. Ouais. Parce qu'en foyer, on s'autorise pas forcément à pleurer, à montrer des faiblesses devant les autres. C'est pas quelque chose qu'on a le droit de s'autoriser au début. Comment on survit quand finalement on est dans un monde où tout le monde ferme les yeux? Et ben, on n'a pas le choix que de se battre d'autant plus fort que les autres, d'être plus bruyante que les autres, de faire plus d'efforts que les autres. En fait, j'ai toujours eu ce sentiment que je devais toujours faire plus que les autres. Oui. Je n'ai pas le droit au moindre petit écart parce que un petit écart en foyer, bah, c'est une montagne qui peut représenter un abandon. Et la preuve, c'est que j'ai toujours essayé d'être débrouillarde, de travailler, etc. Et au final, le jour de peu de temps avant mes 18 ans, j'ai été convoquée et c'est comme ça qu'on m'a dit, mais en fait, bah, t'es tellement débrouillarde que t'as pas besoin de nous, alors Ouais. ciao, quoi. Est-ce que tu peux mettre les mots sur ce que tu as vécu à 15 ans? Je pense, avec le recul d'aujourd'hui, donc là je vais vraiment parler avec la Nathania de 25 ans et pas la petite Nathania, je pense que quand on grandit dans un milieu familial très 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 dysfonctionnel, toxique, violent, malheureusement notre curseur, en fait on en vient à banaliser tellement de choses que forcément c'était presque prévisible que j'en vienne à 15 ans de tomber amoureuse pour la première fois d'un mec violent. Parce que c'est quelque chose que je reconnaissais, finalement ça peut paraître lunaire pour beaucoup de personnes d'entendre ça, mais presque rassurant, puisque c'est ce que j'avais connu Toujours vécu. ma vie, quoi. Donc j'ai rencontré un garçon qui avait 6 ans de plus que moi, j'en avais que 15. Lui était beaucoup plus âgé, et puis il avait ce caractère très je m'en fous de tout, j'aime pas les règles, j'aime pas les lois, je fais ce que je veux. Un bad boy. Le vrai bad boy, sauf que jamais de ma vie je me serais imaginé que ça irait aussi loin et qu'il me briserait à ce point. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, très vite, il a commencé à être très violent verbalement. Là où moi, je pensais vouloir le sauver, le changer, lui faire naître de l'amour. Et en fait, bah, c'est pas moi qui lui ai fait connaître l'amour, c'est lui qui m'a fait connaître l'enfer. Oui. Il s'est mis à me battre pendant 3 ans et demi. Il a volé ma virginité, il m'a séquestrée, il m'a agressée sexuellement, et tout ça sur 3 ans. Qu'est-ce qui t'a sauvée à ce moment-là? Ma maman. Tu pensais à elle? Ouais, le fait de me dire, bah en fait, c'est la première fois de ma vie où vraiment je me suis dit, là, je veux plus rester en vie, quoi, ça sert à rien. Justement, t'as pensé là à oui. mourir? Tu as Parce que pensé? je me suis dit, mais ma vie est un enfer, et puis quand la seule personne que tu décides d'aimer et que tu te dis, enfin, je vais être aimé en retour, et en fait, cette personne t'insulte à longueur de journée, te fait vraiment te traiter comme la pire des merdes, t'as plus envie d'être là, quoi. Et quand la police est arrivée, ça a été pour toi un soulagement, bien un sentiment de honte? Je pense à mélanger les deux. Honnêtement, je pense à un mélange des deux. Quand ils sont venus me sortir de la séquestration, beaucoup de soulagement parce que j'ai tout de suite été comprise et j'ai toujours tout de suite été pris en charge de façon hyper saine et bienveillante. En revanche, lors de d'autres plaintes où j'ai dû aller déposer plainte pour des faits de violence, j'ai eu ce sentiment de honte quand t'as des femmes policières qui se mettent à te poser des questions en te disant bon, en même temps tu restes avec lui, donc bon voilà, ça c'est Ouais. le genre de moment où t'as honte. Est-ce que tu crois qu'on peut se réparer vraiment? Partiellement. Qu'est-ce qui te manque là, la reconstruction? Je pense pas que, en tout cas c'est mon état d'esprit, je ne pense pas qu'on puisse 100% guérir de ça. Ça reste une cicatrice. Donc une cicatrice, il y a des moments où elle te regrette, il y a des moments où elle te gêne, il y a des moments où elle fait plus mal que d'autres fois. C'est à peu près pareil pour moi. Il y a des moments où je suis très fière de m'en être sortie, il y a des moments où je me sens hyper belle, hyper confiante, et puis il y a des moments où tu sais pas pourquoi, ça va être une petite période un peu plus down, et j'ai cette petite voix qui revient dans ma tête et qui vient réappuyer là où ça fait mal. Et c'est à moi à ce moment-là justement de casser toutes ces croyances limitantes, mais il y a des moments c'est plus compliqué que d'autres. T'as pu aimer après? Oui. 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 C'est vrai? Tu le dis avec un grand sourire? Bah oui, parce qu'après j'ai connu tout l'opposé. Je suis avec quelqu'un aujourd'hui de très calme, très doux, très aimant. Tout l'inverse de ce que j'avais connu jusqu'à présent, et ça m'a en grande partie réparé. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, toi, une jeune femme de 25 ans, à la jeune Nathania de 15 ans?
De protéger son cœur, de protéger son cœur, de se protéger soi-même, de pas vouloir sauver les gens, et d'apprendre à être égoïste, je pense, Oui. principalement. Alors, on va parler de ta carrière. Pourquoi as-tu accepté de participer à une émission de télé-réalité? Plusieurs choses. Déjà, à ce moment-là, je vivais dans le sud de la France, j'étais très isolée, j'avais pas trop de moyens. Et j'avais une envie viscérale de revenir sur Paris, de revoir mes amis, enfin de retourner à ma seule attache. Et il me fallait des sous pour ça. Donc je pense que c'était premièrement. Deuxièmement, je pense un grand sentiment de besoin de revanche un peu sur la vie. Ouais. Est-ce que c'était finalement un espoir qu'on t'aime? En tout cas d'être Enfin. vue. En tout cas d'être vue. Ouais. Je Mais t'avais pense. pas l'impression d'être utilisée dans ce milieu? Bah, je l'ai compris par la suite, mais quand t'as 19 ans, enfin j'avais vraiment tout juste 19 ans. Je venais tout juste de faire mes 19 ans. On va dire que de mes 8 ans à mes 19 ans, j'ai vécu épreuve sur épreuve sur épreuve. Je venais à peine de reprendre un peu un souffle que je me suis, enfin, honnêtement, et c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les démarches de télé-réalité viennent à la rencontre de gens très très jeunes. Oui. Et donc, ils n'ont pas le recul nécessaire de se rendre compte de ce que ça va engendrer par la suite. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait d'être jugée sur ton apparence? C'est horrible. Horrible, hein. Ah ouais, c'est dur. C'est Ouais. très très dur. Qu'est-ce que t'as ressenti? Ah bah comme la dernière des merdes, hein, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Bah c'est très dur parce que les gens alors déjà ils ont pas du tout cette compassion-là sur les réseaux. Ils y vont vraiment, ils y vont pas enfin ils y vont taquer quoi. Et ils se rendent pas compte que derrière bah il y a des années et des années de thérapie, des années de souffrance aussi. Et donc parfois les gens ils vont juste là mettre un commentaire en disant oh là là qu'est-ce qu'elle est maigre, mais ils se rendent pas compte que moi derrière bah c'est peut-être 10 ans de souffrance par rapport à mon corps, que au moment où j'arrive dans les anges, je suis au pire état physiquement pour moi. C'est très 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 compliqué après les victimes, enfin après les agressions sexuelles, etc. de me réapproprier mon corps. Et donc quand on insulte à nouveau ce corps, mais je suis replongée direct dans la Natania de 15 ans. Il y a eu des moments où tu t'es effondrée devant les caméras, par exemple? Ouais. Ouais. Mais après moi j'ai jamais eu de tabou avec le fait de montrer ma sensibilité, là où je sais que ça peut être tabou pour beaucoup d'autres personnes, de se dire que se montrer vulnérable c'est quelque chose de péjoratif. Moi je trouve encore aujourd'hui que c'est une vraie démonstration de force de pouvoir montrer sa vulnérabilité. Mais on sait que c'est un milieu qui est très dur, le milieu de la télévision. Est-ce que tu t'es sentie trahie finalement par des gens qui étaient censés t'aider? Je me suis sentie trahie par la production parce que quand je signe un contrat où on me dit que je me ferai pas harceler, qu'il y aura pas de dérive de comportements violents sur les tournages, etc., etc., et puis on te brosse dans le sens du poil et tu vas pouvoir parler de la cause, parce que moi de base j'y suis arrivée dans les anges en disant voilà je veux quand même parler aux jeunes filles du foyer dans lequel j'étais il y a un an en vrai. Ouais. Et je me suis sentie lésée. Ouais. Pourquoi t'as tout arrêté? Ma santé mentale. Et j'étais plus et t'as tout dénoncé en plus. Après moi j'ai tout dénoncé dès ma première télé-réalité, c'est-à-dire que j'ai pas fait le schéma que je critique pas d'ailleurs, c'est un autre schéma, c'est le chemin d'autres gens. Moi je me verrais pas à ce jour profiter d'un système, faire genre que je suis dans ce système et à la fin une fois que j'ai pris les thunes dire ah bah en fait je suis pas d'accord avec ce système. C'est pas trop comme ça que je fonctionne. Donc dès ma première émission de télé-réalité j'ai décidé de tout déballer. Tu t'es dit stop. J'ai tout déballé, d'autres émissions m'ont voulu et j'ai fait le tour des productions pour pas juger directement la télé-réalité et dire la télé-réalité c'est nul. Non, j'ai regardé les boîtes de prod. Oui. Et puis au bout de 1 an, où j'ai fait 4 émissions de télé-réalité en 1 an, je me suis dit bah là je sature. Il faut que je me casse parce que ma santé mentale j'en peux plus en fait. C'est comme si on met un poisson d'eau douce en eau salée quoi. J'étais pas dans mon élément. Ouais, c'est ça. Et oui, d'accord, mais malgré tout, t'es sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est un milieu difficile aussi, les réseaux sociaux, avec ces gens qui critiquent, qu'on ne connaît pas, ils sont juste derrière leur ordinateur. Donc ça attise beaucoup de haine. Ouais. Comment tu vis ça? À l'époque, ça me faisait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Aujourd'hui, j'apprends à couper mon téléphone. Est-ce que ça ne me fait plus mal du tout? Non. Ouais. Mais est-ce que j'apprends à me dire qu'en fait, concrètement, mon seul lien avec cette toxicité-là, c'est un appareil. Si je coupe cet appareil et que je le range, ma vie va bien. Oui. Et donc, et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire parce que c'est tellement devenu maintenant banal d'avoir son téléphone branché à notre main qu'on pense que c'est même la prolongation du corps. C'est une continuité de notre vie. Alors qu'en fait, il y a des moments où il faut juste se couper et faire des choses bénéfiques pour nous afin de reprendre confiance en nous et de pas laisser les gens extérieurs nous démolir. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui, Natania, quand tu te regardes dans un miroir? Comme je te l'ai expliqué un peu plus tôt, ça dépend des moments.
Il y a des moments où je me sens bien. Je Ouais. suis très contente, je suis très fière. Principalement, c'est ce qui arrive. Il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, où j'ai des petits downs, où ma maman me manque beaucoup. Et puis, ne pas avoir grandi avec cette valorisation des gens qu'on aime, ça crée un énorme trou, un gros manque. Et parfois, ce manque, eh ben, il ressurgit. Et ce manque, c'est quoi ça c'est quoi? C'est des besoins d'affection? C'est Ouais. de la demande d'attention? Ouais. Moi, je suis un puits d'amour en manque d'amour. Voilà. J'ai tout le temps besoin d'amour. J'ai énormément d'amour à donner. Et malheureusement, j'en ai pas reçu beaucoup, mais j'essaye à ce jour, avec ma belle famille, avec mon chéri, avec mon chien. Et puis, il y a une phrase la dernière fois que j'ai vue, que j'ai trouvée mais tellement belle et tellement vraie, qui disait, en fait, j'ai passé ma vie à être à la recherche d'amour avant de constater que j'étais l'amour. Parce que je souris aux gens, je m'intéresse aux gens, j'aime la musique, j'aime les animaux, j'aime l'amour en général, donc je suis l'amour. Et cette phrase, elle m'a un peu fait une petite réconciliation avec moi-même. Alors aujourd'hui, ce que tu dis, c'est très intime. Tu parles de choses qui sont extrêmement difficiles à entendre. Pourquoi tu as eu envie de parler? C'est quoi ton message? En fait, je me suis rendu compte en lisant mon dossier d'aide sociale à l'enfance que j'étais qu'un numéro. Je le savais avant. Là, ça a été factuel pour moi. Et donc, je me suis dit, mais il y a tellement de gens, tellement d'histoires de vie. À chaque fois que je sors dans la rue, je me dis, mais là, tout le monde, on va s'insulter pour un klaxon, pour des histoires de nuls. Mais derrière chaque personne, il y a une vraie histoire de vie. Chacun a ses traumatismes, etc. Et je me suis dit, mais en fait, si moi, avec la notoriété que j'ai, j'arrive à justement lâcher ce truc et dire, voilà, ce n'est pas à moi d'avoir honte de mon histoire et ce n'est pas mon histoire qui détermine qui je suis. J'espère que ça va aider d'autres jeunes femmes. Donc c'est un message d'espoir. Ouais. Tu veux dire aux jeunes femmes finalement qui n'osent pas parler et qui vivent ce genre de choses, qu'il n'y a pas de honte et qu'il faut parler justement. C'est libérateur. C'est libérateur de parler. Ouais. Et est-ce que tu as pardonné aujourd'hui à ceux qui t'ont fait du mal? Je pardonnerai pas. Voilà. Moi, c'est pas dans mon optique. J'ai pas de haine parce que la haine est une punition qu'on s'inflige à soi-même, donc j'ai pas de haine. Mais je ne pardonnerai pas. Je laisse Dieu s'en occuper. Ça, oui. c'est pas. Quels sont tes projets? Continuer à être heureuse. Continuer à être heureuse, essayer de toucher le plus de personnes possible avec le livre et voir ce qu'on peut mettre en place aussi pour les enfants placés en foyer. Ce livre, c'est toi qui as eu envie de le faire, raconter ton histoire? Ouais, j'ai toujours eu envie d'écrire mon livre. Et quand il est sorti, comment tu l'as vécu finalement, ta vie qui était là, est allée au grand jour? Un accouchement? Un accouchement. Je compare vraiment mon livre à un accouchement, déjà parce qu'il m'a pris 9 mois de travail, donc c'était vraiment pile poil. Et j'ai vraiment cette même sensation-là que d'avoir accouché de mon bébé, quoi. Donc là, t'es encore sur la promo de ton livre? Ouais, encore. Et tu cherches quoi, puisque tu rêvais d'être journaliste? Avis aux amateurs. Ouais, si vous cherchez une jolie journaliste. Avec grand plaisir. Voilà, Natania est disponible. Merci beaucoup, Natania, d'être venue aujourd'hui. Alors, ce que Natania nous a raconté aujourd'hui, eh bien, dépasse, vous l'avez vu, sa simple histoire personnelle. C'est un cri, c'est un appel, c'est une lumière dans un tunnel qui est trop souvent silencieux. Son courage de parler, d'écrire, de dénoncer, mais surtout de reconstruire, en fait une femme puissante, une femme qui a choisi de transformer sa douleur en force, son passé en mission, et ses cicatrices en message pour d'autres. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.